Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de votre journal. L'opposition politique dresse le bilan des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Quelle appréciation le chef de file de l'opposition politique fait de ces 3 mois de gestion des affaires publiques? La réponse dans ce journal. Le dialogue et la concertation pour mettre fin aux crises qui secouent le secteur éducatif. Le ministre en charge de la question a rencontré ce mardi les chefs d'établissements publics et privés de la région du centre. De cette rencontre devrait sortir des solutions pour le bon déroulement des examens. Et puis au Brésil, la présidente Dilma Rousseff est sur la sellette. Une commission parlementaire a recommandé ce lundi la destitution de la présidente. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes de l'État en 2014 pour minimiser la crise économique qui touche le Brésil. La Cour des comptes et le médiateur du Faso ont remis cet après-midi le rapport d'activité 2014 au Premier ministre. L'institution de médiation entre l'administration publique et les citoyens a traité en 2014 560 dossiers. Le rapport de la Cour des comptes fait ressortir un déficit dans la gestion des deniers publics. Jean Zongo, Nathalie Savadobo. C'est un rapport de 95 pages qui fait ressortir les activités du médiateur du Faso pour l'année 2014. Dans ce rapport, sur 560 dossiers instruits, 170 recommandations ont été formulées à l'adresse de l'administration, dont 101 dossiers ont connu une issue favorable. Vu la complexité des missions du médiateur, ce document propose des recommandations. Nous avons, disons, interpellé le gouvernement sur la mise en application de la disposition relative à l'abandon d'un poste et surtout pour des personnes atteintes de troubles mentaux. Le deuxième point concerne aussi, je dirais, le manque de respect des dispositions réglementaires, par exemple pour les attributions des marchés. Le médiateur du Faso envisage à court terme poursuivre des actions spécifiques dans le cadre de l'autosaisine et la prise de mesures spécifiques pour assurer la mise en place des délégations communes dans les régions pilotes. Le président de la Cour des comptes, lui, est venu remettre officiellement son rapport public et la loi de règlement au titre de l'année 2013-2014. Nous, notre rapport public a fait ressortir un déficit en ce sens que le gouvernement a dépensé plus qu'il n'en disposait. Mais ce n'est pas mauvais. Là où nous sommes satisfaits, c'est que ce déficit a été utilisé pour les investissements. Avec le chef du gouvernement, il a été aussi question d'échanger sur les préoccupations de l'institution. Selon le président de la Cour des comptes, Paul Kabatieva donne quitus pour l'audit de la gestion financière de l'État. Le chef de file de l'opposition politique CFOP a fait le bilan des 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir. Le diagnostic de l'opposition a porté sur la sécurité, l'économie, l'emploi, les mines et les secteurs sociaux. Selon Zéphiguin Diabré et ses camarades, les 100 jours du nouveau pouvoir ont été marqués par des hésitations et des tâtonnements. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Ils étaient une vingtaine de responsables de partis politiques qui étaient présents à cette conférence de presse de l'opposition. Hésitation et tâtonnement, telle est la conclusion qu'ils tirent du bilan des nouvelles autorités. Du mémorandum qui analyse secteur par secteur les décisions majeures du pouvoir, leur déception est totale. De la justice et de la lutte contre la corruption, aucune avancée significative à leurs yeux n'est perceptible. De la sécurité, ils estiment que le résultat est négatif. Par conséquent, ils réclament un ministère plein qui va s'occuper exclusivement de ce secteur. Sur le plan économique, là encore, ils tirent un bilan désolant. Quoi de neuf donc pour parer au plus urgent dans la lutte contre la vie chère après 100 jours d'exercice du pouvoir? Rien, absolument rien. Pire, on assiste depuis quelques jours à une flambée des prix des produits de première nécessité. Dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, de la promotion de l'emploi, les nouvelles autorités, à leurs yeux,
n'auront fait que du recyclage. En s'insurgeant contre le pouvoir de Blaise Compaoré en octobre 2014, les Burkinabés aspiraient à voir autre chose. Ils ont le sentiment désagréable que le vrai changement qu'ils espéraient n'est pas au rendez-vous. L'actuel régime que l'opposition qualifie de nouveau ancien pouvoir est selon eux en train de s'écarter dangereusement de la voie de l'espérance. Résultat, ont-ils insisté, le bilan est en deçà des attentes légitimes des populations, laissant les Burkinabés entre interrogations, scepticisme et inquiétude. Fin de citation. La coalition nationale de lutte contre la vie chère s'est prononcée aujourd'hui sur la situation nationale. La CCVC exige des mesures pour lutter contre l'insécurité, la vie chère et la corruption. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Moulira Kéré. La situation sociopolitique burkinabé préoccupe la CCVC, la coalition nationale de lutte contre la vie chère. Une situation nationale qui, selon la CCVC, est marquée par l'aggravation de l'insécurité, la présence de forces militaires étrangères sur le territoire national, la flambée des prix des produits de première nécessité et des velléités de remise en cause de certains acquis sociaux. Les prix des produits de première nécessité restent malheureusement hors de portée de la grande majorité des populations, tandis que l'on assiste à des tentatives de remise en cause des acquis des travailleurs, notamment en ce qui concerne la mise en application de la loi 081. Face à cette situation nationale, la CCVC exige que des mesures urgentes soient prises. La CCVC exige la satisfaction des préoccupations des populations en termes de lutte contre l'impunité, des crimes économiques et de sang, et contre la vie chère, exige toute la lumière sur la gestion de la transition, exige le départ des forces étrangères de notre pays. La question des Kolwego s'est aussi invitée à cette conférence de presse. La CCVC félicite et encourage les populations pour les diverses formes d'organisation dont elles se sont dotées pour faire face à l'insécurité. Lancée par une dizaine d'organisations non gouvernementales, la campagne de plaidoyer pour la gratuité des soins de santé au profit des enfants et des femmes a produit ses premiers fruits selon ses initiateurs. Les 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré ont vu la mise en application de certaines mesures de cette action de plaidoyer dénommée campagne Ma Voix, la santé des enfants. Salif Belem, Abdelaziz Yagibou. Un cri de détresse interpellateur pour lequel une coalition d'une dizaine d'ONG avait donné de la voix lors de la campagne pour les élections couplées du 29 novembre dernier. Auprès des leaders des partis politiques et candidats à la présidentielle, ces ONG avaient plaidé d'une seule voix pour que devienne réalité la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Plaidoyer qui, dès les 100 premiers jours du président élu, a commencé à porter fruit. La décision du gouvernement de rendre gratuits les soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est tombée le 2 mars dernier. On dit 100 premiers jours, c'est vraiment limite pour évaluer quelqu'un. Le 2 avril, la mesure a été effective. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, nous avons des premiers acquis. Mais ça n'exclut pas de contrôler toujours, d'aller sur le terrain, de voir l'effectivité de la chose. Depuis que ces mesures ont été lancées, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de groupes techniques au niveau du ministère de la Santé. Et dans ces groupes techniques, ces ONG ont continué à apporter leur appui technique. Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de ces mesures, la coalition des ONG veut les axer sur 3 aspects. L'effectivité, la qualité des soins et la disponibilité des finances. Dans les jours à venir, elle entend mieux orienter ses actions, multiplier les lobbying, mais aussi interpeller les bailleurs de fonds à soutenir financièrement les efforts du Burkina pour la promotion de la santé maternelle et infantile.
Les crises qui secouent le secteur de l'éducation ces dernières semaines étaient au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement national et de l'alphabétisation et les responsables d'établissements privés et publics de la région du centre. Objectif, trouver des solutions à ces crises et créer les conditions favorables pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Le point avec Konsoum Koulibaly et Tanga Kafando. Il s'agit d'une prise de contact et une occasion de recenser les préoccupations des acteurs de l'éducation. Des préoccupations très diverses, mais essentiellement centrées sur l'incivisme milieu scolaire, la dette de l'État et le paiement de la vacation des enseignants. Spécifiquement sur la vacation, voilà, il y a aussi la construction des établissements. Voilà, donc ce sont des problèmes que nous vivons tous les jours, donc dans nos établissements, nous n'arrivons pas à respirer. Et le ministre de rassurer, tout est en bonne voie, ce n'est qu'une question de procédure et souvent un déficit de communication. Et vous savez qu'en matière de dépenses, les pouvoirs étant séparés, l'exécutif est obligé d'attendre l'approbation de la loi de finances rectificative par les représentants du peuple. Dès que la loi sera adoptée, nous serons à pied d'œuvre pour répondre à ces préoccupations-là, puisqu'elles sont budgétisées. La nouvelle configuration du ministère, les curricula et le niveau général de l'enseignement, tels ont été autres sujets abordés à cette rencontre qui se veut désormais un cadre d'échange entre les premiers responsables du département et les acteurs de l'éducation afin de faire de la communication la clé de voûte dans la résolution des problèmes. La gendarmerie nationale dévoile à la presse ses méthodes de travail, le processus de traitement des infractions et d'intervention lorsqu'une information est portée à sa connaissance ont été expliquées. L'opération de communication s'est déroulée à Koudougou avec pour objectif de lever les incompréhensions de certains usagers qui taxent la gendarmerie d'être laxiste face à certaines situations. Issa Kafando, Monkoun Dabiré. Les procédures utilisées par les gendarmes lors des cas de vol ou autres types d'infractions ne sont pas toujours comprises des populations. Une incompréhension qui laisse planer le doute sur l'efficacité de la méthode employée par les Pandores. La gendarmerie veut donc communiquer autour de ces actions relatives à la détention préventive. Lorsque un individu est arrêté par la gendarmerie, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés par les enquêteurs sous le contrôle du procureur du Faso et de la hiérarchie de la gendarmerie permettent à garantir en fait que le délit ou l'infraction soit résolu de façon la plus professionnelle possible. Tout présumé coupable peut être gardé à vue pendant 72 heures au maximum avec une possibilité de prolongation de 48 heures à la demande du procureur du Faso. Toutefois, le présumé peut être relâché ou déféré selon les résultats de l'enquête. À partir du moment que l'affaire est portée, s'il y a un délit, s'il y a une infraction qui est commise par rapport à la déclaration que vous venez de porter à la brigade, elle décide de confier cette affaire à un groupe d'enquêteurs. Une affaire qui est portée à la brigade de gendarmerie est confiée par le commandant de brigade de la gendarmerie en question. Ce commandant de brigade rend compte à son commandant de compagnie qui lui aussi rend compte à son commandant de groupement. Donc c'est ce contrôle-là qui est fait au niveau de la gendarmerie qui permet de faire en sorte que les enquêteurs ne biaisent pas l'enquête. Pour les besoins de l'enquête, les gendarmes sont amenés aussi à perquisitionner des domiciles privés. La perquisition se fait entre 6h et 21h. Mais le succès des actions de la gendarmerie n'est véritablement possible que si la population collabore, insiste le capitaine Jean-Bosco Sawadogo, qui demande à celle-ci de dénoncer tout cas suspect. Les premières assises criminelles de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso se tiennent du 11 au 16 avril. Plusieurs dossiers de crimes de sang, de viols aggravés et de viols seront jugés au cours de ces assises. L'ouverture de la première audience avec Betty Bienaon et Ahadi Sandamba. Sur le banc des accusés, 4 présumés coupables, 3 cas de vol aggravé et un cas d'assassinat, de détention et de port illégal d'armes. C'est le menu de cette première journée de la session criminelle de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, la toute première de l'année judiciaire 2015-2016. Il s'agit pour la Cour de juger ces affaires-là, dont 6 crimes de sang, c'est-à-dire assassinat, infanticide. Dans les assassinats, lorsque la personne est reconnue coupable,
la peine la plus forte, c'est la peine de mort. Il y a également des infractions contre les mœurs, à savoir le viol. Il y en a 8 viols ou sa tentative également. Et le reste, les viols aggravés, ça va de 10 à 20 ans et ainsi de suite. À l'ouverture, après avoir choisi par tirage au sort les 4 premiers jurés et leurs suppléants, c'est parti pour 6 jours d'audience. Des audiences qui sont ouvertes au public avec à la clé 20 dossiers, tous crimes confondus, à juger. Allons à présent à la découverte du site d'un ancien village aujourd'hui abandonné par ses habitants. Perché sur les collines Sami est situé dans les Banwa à 7 km de la frontière malienne. Cet ancien village est aujourd'hui un site touristique. Les ruines sont toujours visibles, mais l'accès demeure difficile. Voyage à Sami avec Yves Rwamba et Paul Savadoro. Ça, c'était la maison de mon papa. Et moi, je suis né dans cette maison, grandi dans ce village. Et quand on était enfant, on sautait dans les collines comme ça, on était très contents. Nous, on a fait notre enfance ici. C'est ici, au milieu de ces collines, que vivait la population de Sami, aujourd'hui une commune rurale de la province des Banwa. L'ancien village, devenu un site touristique, a toute une histoire. Quand nous on vivait ici, là, bon, c'était le temps de colonisation. Bon, les gens, ils n'ont pas le temps, parfois ils fuient. C'est pourquoi c'est notre papa qui est venu se caser ici. Bon, que ici est devenu Sami. Quand on dit Sami, c'est du bien. Les villages étaient ici, mais avec la colonisation, les gens fuyaient la colonisation, donc ils s'étaient révoltés contre la colonisation. Donc on était venu arrêter tous les villages, envoyer à Dédougou. Et à partir de Dédougou, quand on a voulu les libérer, on les a dit qu'ils vont aller les mettre ailleurs, que si on les amène aussi toujours dans la colline, ils vont se révolter. Donc ils sont allés trouver la place où nous sommes présentement. C'est à un certain nombre d'années, ils ont connu beaucoup de décès. Ils ont demandé aussi encore aux autorités pour revenir encore abriter ce village qui est sur la colline. C'est sous une pluie que nous visitons l'ancien village de Sami. Selon notre guide, c'est dans les années 80 que la population a décidé d'abandonner définitivement les collines pour abriter les sites actuels de Sami. Vers les années 79, le chef en son temps a demandé aux vieux à ce qu'ils repartent dans les villages où nous sommes présentement. Ils ont donné leur accord. Vers les années 80, il y a eu encore des petits coups bas. Les gens ont dit non, qu'il est trop jeune pour déménager le village là-bas, là où ils ont quitté, parce qu'il y avait des décès. Ce que les affaires quitter là-bas, ce n'est pas encore fini. Donc il y a eu un peu une résistance. Donc ce chef a décidé d'aller s'installer. Celui qui veut n'a qu'à venir, celui qui veut n'a qu'à rester, parce que c'était difficile d'évoluer ici, dans cette colline. C'est là qu'il allait construire sa première maison en 80. Et c'est petit à petit que les autres sont venus s'installer. Et c'est à partir de 1983 que tous les villages maintenant s'est retrouvés là où nous sommes présentement. De la nostalgie, c'est ce que ressent la population de Sami une fois quand elle retourne sur l'ancien site du village. Quand je reviens dans ce village, les souvenirs que je garde, c'est parce que c'est vraiment extraordinaire. Et le fait de voir comment les gens se débrouillent pour vivre ici, c'est vraiment c'est intéressant. C'est vrai que c'était difficile de vivre là, mais le fait qu'on se demande comment les gens se débrouillent, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Le site est peu connu et les habitants de Sami souhaitent sa valorisation qui pourrait apporter des revenus à la commune. Les producteurs de tomates du Passeré ont exposé les fruits de leur labeur le 9 avril dernier. C'était à la faveur de la 7e édition du Salon de la tomate. La foire a permis aux producteurs d'écouler leur production et d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent. Herman Toé. La région du Nord est classée première dans la production de l'oignon, la tomate et la pomme de terre, selon le ministère en charge de l'agriculture. La province du Passeré, elle, s'est illustrée dans la culture de la tomate. C'est pour promouvoir ces produits que l'Union des producteurs maraîchers a organisé ce salon de la tomate. Ces producteurs sont confrontés à des difficultés
qui fragilise souvent leur capacité de production. Nos difficultés sont principalement le manque d'intrants, le problème d'écoulement des produits et l'ensablement du barrage. Il faut qu'on nous aide à enlever l'herbe qui a poussé et bouche de plus en plus les barrages. Aussi, la baisse du prix de la tomate a découragé beaucoup de producteurs qui veulent abandonner. Ils sont obligés souvent de brader le fruit de leur labeur à de vils prix. Donc nous devons ainsi travailler de sorte à les organiser davantage pour qu'ils puissent avoir une sorte de comptoir qui va leur permettre de vendre leur production à un juste prix. Et pour trouver des solutions à ces difficultés, chaque acteur devra apporter sa contribution. Ensemble, nous devons travailler à les résoudre. Par exemple, pour les questions de dégradation, nous les invitons à respecter scrupuleusement les bonnes pratiques agricoles que nous conseillons tous les jours. Bon, quant à l'écoulement des produits, il est évident que le gouvernement va sûrement accompagner à rechercher des voies et solutions. Pour cette année 2016, la tomate va générer plus de 450 millions de francs CFA dans le Passouri. Et ce salon constitue une vitrine pour la commercialisation des produits maraîchers et aussi un cadre de partenariat. Duc in Altum, c'est le nom du nouveau mensuel d'information catholique. Le premier numéro de ce journal paraît ce soir même. Il sera vendu dans les kiosques à journaux et dans les paroisses. L'information a été donnée ce mardi lors d'une conférence de presse animée par l'archevêque de Ouagadougou et des représentants de Bayard Afrique. Yolande Lompo. Du nouveau dans l'univers médiatique au Burkina Faso. Mensuel d'information générale Duc Unaltum en latin qui signifie aller en eau profonde ou au large sera édité en 2500 exemplaires dès ce 12 avril 2016 par l'archevêché de Ouagadougou en collaboration avec Bayard Afrique. Ce journal d'obédience catholique s'ouvrira vers le monde de façon à intéresser également les non-chrétiens. Duc Unaltum voudrait être l'arbre à palabres où tout le monde est convié, sans distinction de race, de langue, de religion ou de conditions sociales, tout à tous. Ce journal mensuel invite tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se donner la main pour construire ensemble un monde de réconciliation, de justice et de paix. Dans les colonnes de ce bulletin d'information figureront des témoignages, des questions liées à la foi, à l'économie, à la politique. Bref, au total, cette rubrique fera le bonheur des lecteurs. Et ceux qui le désirent pourront approfondir les questions qui les tiennent à cœur sur les zones lors de certaines émissions radiophoniques. Ressusciter le ciné Gimbi de Bobo Dioulasso, c'est l'ambition d'une cinquantaine de personnes. Un projet de réhabilitation de la salle a été lancé depuis maintenant 3 ans. À quel niveau d'avancement se trouve le chantier? Des éléments de réponse avec Drissa Traoré, Chloé Laloy et Kadouro Menki. Dans le quartier Koko de Bobo Dioulasso, le chantier du ciné Gimbi avance. Le futur cinéma comptera 2 salles de projection ainsi qu'un bar-restaurant. Les travaux mobilisent actuellement une vingtaine d'ouvriers qui travaillent à pied d'œuvre pour la réalisation de ce projet. On vient de démarrer le béton de la dalle. Bon, on compte en tout cas d'ici tout au plus vers 3 h du matin. On va finir avec ça. Bon, il y a le monde en tout cas qui est là pour l'avancement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On a complètement fini la fondation. Bon, actuellement, on est sur la dalle du sous-sol qu'on veut couler. Et après ça, maintenant, on entamera le RDC. Une avancée notoire dans le chantier qui revêt une importance symbolique. C'est un moment, je dirais vraiment évidemment historique et important et plein d'émotions, puisqu'en fait c'est la dalle du rez-de-chaussée de la petite salle qu'on est en train de couler aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a un rez-de-chaussée, ça veut dire qu'on pourra marcher sur la petite salle. Le projet depuis le départ, il a impliqué beaucoup les gens du quartier. C'était une salle populaire à la base et ça le restera. Et donc pour nous c'était important que les gens du quartier s'approprient le projet. On en appelle encore à du soutien de la part des autorités au Burkina et aussi de partenaires étrangers et aussi de la population. Chaque soutien est important.
D'autant plus que le projet n'a pas encore réuni les fonds nécessaires à sa réalisation. Il manque encore 40% du budget pour que le Ciné Gimbi puisse ouvrir ses portes comme prévu pour le FESPACO à l'horizon de février 2017. Et puis, sachez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prendra part du 13 au 15 avril à Istanbul, en Turquie, au 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique. En marge des travaux de cette 13e conférence, le président du Faso aura des entretiens avec des personnalités internationales avec qui il discutera des sujets relatifs au développement du Burkina. La suite du journal, l'avenir du président Dilma Rousseff à la tête du Brésil est incertain. Une commission parlementaire a recommandé ce lundi la destitution de la présidente par 38 votes pour et 27 contre. La présidence du Brésil reste en suspens. Une commission parlementaire a recommandé ce lundi la destitution de Dilma Rousseff par 38 votes pour et 27 contre. Dimanche, si 2/3 des députés valident cette recommandation, ce sera au Sénat que reviendra le dernier mot. La chef d'État de gauche élue en 2010 est accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, année de sa réélection, pour minimiser la crise économique qui frappe le pays. Pendant ce temps, ses soutiens sont au pas de course. Le premier d'entre eux, l'ex-président Lula, a fustigé à Rio de Janeiro les opposants à son héritière politique. Je n'aurais jamais imaginé, à 70 ans, voir des putschistes tenter de renverser une présidente démocratiquement élue par le vote populaire. Lula, voleur, tu as volé mon cœur, scandaient les milliers de sympathisants du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 2002 pour tourner en dérision les accusations de corruption qui visent le parti depuis le scandale Petrobras. Autre fait marquant, cette gaffe du vice-président brésilien Michel Temer. Il a selon lui accidentellement fait fuiter un message audio de 14 minutes qui n'est autre que son discours à la nation au cas où la procédure de destitution irait à son terme. Or dans ce cas, c'est lui qui assurerait la présidence. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. À Tougan, les élèves ont déserté les classes et pour cause, ils protestent, selon les éditions Le Pays, contre les enseignants du lycée communal, eux-mêmes ayant arrêté d'assurer les heures supplémentaires et de vacations au motif d'arriérés impayés. Une grève peut en cacher un autre mouvement. C'est le cas à Ouagadougou, souligne le journal Le Quotidien, où lycéens et collégiens ont assiégé leur ministère de tutelle. Cette fois-ci, les grévistes crient au manque de matériel didactique, notamment la rareté des livres dans les bibliothèques et le sous-équipement des laboratoires. Pendant ce temps, le corps enseignant de Kaya, Constate Sidoya, observe une grève de 72 heures débutée ce lundi. Ils sont mécontents, commente notre confrère, de l'intrusion des Kogloego dans la gestion des établissements scolaires. À Bobo-Dioulasso, l'Express du Faso révèle des échauffourées émaillées de coups de gaz lacrymogènes à l'arrondissement 7. La pomme de discorde détaille le journal, la poursuite de bornage de terrain et la vente illicite de parcelles malgré la suspension des opérations de lotissement. Les manifestants réclament le départ de la présidente de la délégation spéciale, ajoute le journal Le Quotidien. En politique, le journal Le Soir rapporte que 6 partis politiques ont reçu une subvention de 500 millions de francs CFA de l'État, une somme qui vise à soutenir les activités hors campagne électorale. Enfin, l'Observateur publie la déclaration de biens du chef de l'exécutif Paul Kaba-Tcheba et 3 de ses ministres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Draman Dadian vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse.